C'est la dernière ligne droite pour les Républicains cette semaine. Ultime débat télévisé, ce sera mardi soir sur France 2 entre les 5 impétrants, les 5 prétendants. Et ensuite, vote sur 2 tours des 140 000 adhérents, les Républicains. Du 1er au 4 décembre, premier tour, je donne les infos mercredi et jeudi, second tour vendredi et samedi. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, merci d'être là. Petite question quand même, vous avez dû regarder, j'imagine, en long, en large, en travers, à la fois leur programme, les différents débats, il en reste encore un dernier. Mais honnêtement, si on prend un petit peu de hauteur, après on va rentrer dans le dur des mesures, sur toutes les questions économiques, les retraites, la réforme de l'État, le pouvoir d'achat, est-ce qu'ils ne disent pas honnêtement à peu près tous la même chose? Sur les retraites, ils sont entre 64 et 65 ans. On pourrait le décliner quasiment pour toutes les mesures, ou j'exagère, ou il y a quand même, ce qui est normal, c'est la même famille politique, en même temps, vous me direz. Oui, clairement, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans toutes les analyses qu'on a sorties sur le sujet, dans nos chiffrages. Il y a un consensus qui se fait sur des points très forts. Et moi, je trouve avec mon équipe de la Fondation que c'est très intéressant parce que là, on voit clairement que le report de l'âge de départ à la retraite, tout le monde est d'accord. Alors, tout le monde n'est pas exactement d'accord sur à quelle date, à quel âge, etc. Il y a des petites divergences. Xavier Bertrand, il est pour 64 ans, quand Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin sont pour 65 ans, mais c'est pas toujours la même date pour chacun. Par exemple, Éric Ciotti, il dit 65 ans dès 2027, alors que les autres, ils disent 65 ans plutôt en 2030. Ou alors, c'est un peu entre les deux, parce que Valérie Pécresse, elle dit on décale de 6 mois par an. Donc 6 mois par an, ça voudrait dire 65 ans plutôt en 2028. Donc, il y a des modalités différentes qui ne donnent pas la même chose à la fin du quinquennat en termes, par exemple, d'économie sur justement cette réforme des retraites. Et c'est ça qu'il faut pointer, c'est les petits écarts entre les uns et les autres. Mais globalement, je suis d'accord, il y a une convergence de vues, il y a une convergence aussi sur la compétitivité des entreprises, sur le renforcement de l'État régalien, sur les ajustements des dépenses administratives. Mais ce qui est intéressant dans le débat, c'est que ça préfigure aussi des grands sujets qui vont être sur la table pour la vraie campagne de la présidentielle qui va commencer après cette primaire. Ouais. Agnès, comment on fait pour les différencier, les principaux candidats, notamment je pense aux favoris, comment on fait pour les différencier, les Michel Barnier, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Éric Ciotti? Ou est-ce que c'est finalement à la marge, ou est-ce que c'est une question de tempérament, de parcours politique, mais sur le programme, sur les idées, sur les mesures? De toute façon, on sait très bien que le choix pour une présidentielle, c'est aussi le choix d'un homme ou le choix d'une femme. Il y a aussi des questions, évidemment, de personnes. Mais au-delà, nous, ce que nous faisons à la Fondation IFRAP, c'est que nous regardons les coûts des propositions, les économies potentielles à réaliser. On a fait des tableaux de chiffrage qui sont déjà on va en parler. intéressants pour voir si il y a un accent qui est mis justement sur l'économie à faire sur les dépenses publiques, parce que beaucoup des candidats LR disent finalement ce qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'il a ouvert les vannes de la dépense publique. Et quand on dit ça, on dit aussi il va falloir à un moment sortir du quoi qu'il en coûte, faire de vraies économies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder aussi la balance entre les économies, les dépenses supplémentaires, les hausses d'impôts, les baisses d'impôts, et à la fin voir ce que ça pourrait donner à l'horizon 2027. Et bien justement, celui ou celle, Agnès, qui a le programme le plus complet, encore une fois dans le sens avec des mesures précises, chiffrées, avec des financements, qui a fait ce travail le plus minutieux? Alors, dans les détails de ce qui est chiffrable, on voit que du côté de Valérie Pécresse et Éric Ciotti, on a pas mal de détails, mais c'est aussi vrai quand même derrière pour Michel Barnier ou Philippe Juvin. Celui qui rentre le moins dans les détails encore à ce stade, c'est Xavier Bertrand, parce qu'il a pris une stratégie un peu différente, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut pas tout dévoiler tout de suite, qu'il dévoilera tout dans un second temps. Et donc, il y a encore pas mal de choses dans le programme de Xavier Bertrand qui sont non encore connues. Par exemple, il dit qu'il veut accélérer le programme de désendettement dès 2025, mais il ne dit pas exactement comment il va désendetter la France, comment il va faire baisser la part de dette par rapport au PIB. Donc, il y a pas mal de choses qui sont encore
en réflexion, et c'est vrai que ça donne une vision un peu moins détaillée de son programme. Mais c'est aussi une stratégie qu'ils assument dans son équipe de campagne. Et donc, ça fait que, par exemple, il n'y a pas d'annonce ni chez Xavier Bertrand, ni véritablement chez Michel Barnier, de suppression de postes publics ou de vraies économies sur la masse salariale publique, alors qu'il y a beaucoup plus de détails en la matière chez Valérie Pécresse ou Éric Ciotti, qui affichent clairement qu'ils veulent baisser la masse salariale. Est-ce que c'est vrai que les deux qui vont le plus loin en matière de programmes réformateurs, dans la lignée, j'ai envie de dire, de François Fillon, c'est Éric Ciotti et Valérie Pécresse sur les mesures économiques? Alors, ils vont sur les questions de baisse de postes, ce sont les sujets dont on se souvient aussi pour la campagne de 2017. Après, chez Valérie Pécresse, il y a la suppression de la C3S dans les taxes de production, mais d'autres candidats, comme Xavier Bertrand, vont beaucoup plus loin sur la réduction des impôts de production. Oui, il est sur 30 milliards et quelques, lui. 33 milliards 75 en net, alors que... Ce qui doit vous rendre très heureuse, mais comment il les finance, on sait ou pas? Alors justement, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un très très fort, disons, objectif de Xavier Bertrand sur cette réduction des impôts de production, qui est une très très bonne nouvelle, parce que c'était pas tellement dans la campagne de 2017 et ça avait été, je pense, un peu un angle mort quand même pour la campagne du président de la République, Emmanuel Macron, puisqu'il avait considéré qu'il n'y avait plus de problème de compétitivité des entreprises en France, ce qui est complètement faux, puisque on a chiffré qu'on a plus de 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises par rapport à la moyenne dans la zone euro. Donc il y a clairement un énorme problème, et c'est vrai que Xavier Bertrand le prend à bras-le-corps, mais comme d'autres, parce que Philippe Juvin aussi propose une baisse des impôts de production de 15 milliards, Éric Ciotti propose aussi une baisse des impôts de production, Michel Barnier propose aussi une baisse des impôts de production de 10 milliards, et Valérie Pécresse propose, elle, la suppression de la C3S, ce qui fait une baisse en fait, qui est un peu plus faible. Pardon, la C3S, j'ai un trou de mémoire, cotisation sociale, de solidarité, c'est ça, sur les sociétés? Oui, qui en fait est une des taxes de prod qui est souvent mise en exergue par les entrepreneurs pour dire que c'est vraiment une de celles qui est les plus insupportables. Mais il y en a plein d'autres. La CVAE, l'IFER. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Les taxes transport, enfin bon, il y a une cascade fiscale qui pèse sur nos entreprises qui est vraiment devenue totalement infinançable et qui fait que la France se désindustrialise. Donc là, il y a vraiment un axe très très fort dans cette campagne sur ce sujet, et je suis absolument persuadée que ce sera repris aussi post-congrès LR. La seconde séquence de la campagne qui va s'ouvrir, et c'est ça qui est intéressant, parce que même si tout n'est pas encore affiné dans les programmes des candidats LR, et même si on se souvient bien qu'on est encore dans une phase de démarrage de la campagne, et que quand on peut faire vraiment des bouclages macroéconomiques, on peut faire des évaluations économétriques des programmes des candidats, c'est plutôt dans la dernière ligne droite de la campagne, c'est-à-dire un mois avant le scrutin. Mais là, on a déjà pas mal de détails qui préfigurent les grands axes du débat, comme celui, par exemple, d'inciter et d'exiger par rapport à la question des aides sociales et des indemnités chômage. Il y a pas mal de candidats qui disent, maintenant, il va falloir se mettre dans une logique de baisser le niveau d'indemnisation quand on refuse des emplois. C'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi le président de la République. Oui. Et ça, on va aller vers des schémas qui sont vraiment ceux des pays du nord de l'Europe. Donc, c'est le modèle social français qui est en train de muter, qui va, à mon avis, muter énormément entre 2022 et 2027, parce que ce fameux « quoi qu'il en coûte », il a ouvert les vannes de la dépense sociale comme jamais. Et maintenant, on va être obligé de réduire la voilure, et de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas retourner vers l'emploi alors qu'ils en ont la possibilité seront sanctionnés. Je pense que ça va être aussi un des grands axes de la campagne 2022. On parle beaucoup, Agnès, des baisses d'impôts de production, cette fiscalité qui pèse sur les entreprises, mais on sait que le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. En matière de baisse de taxation des particuliers, qui va le plus loin aujourd'hui? Alors, Parce que tous proposent des choses. Il
évidemment. Oui, 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 tous proposent en fait que le travail paye mieux. Les Hein, baisses de cotisation, souvent. voilà, la création d'une prime au travail Pour avec Xavier Bertrand. 4 milliards de coûts pour Xavier Bertrand, mais aussi des propositions un peu similaires hein, du côté de Valérie Pécresse, avec l'idée de baisser aussi pour certains les cotisations. Donc on est par exemple chez Éric Ciotti, il y a énormément de baisses aussi de cotisations. Et à la fin, Qui en met le plus, et qui baisse le plus les impôts entre guillemets des particuliers par rapport aux entreprises? J'ai l'impression qu'il y a plus d'argent qui est mis pour les baisses d'imposition des entreprises que pour les particuliers. Je me non, trompe? pas forcément, non, parce que Éric Ciotti, par exemple, il veut rapprocher le salaire net du salaire brut en supprimant progressivement les cotisations sociales, et ça lui fait un coût de 20 milliards d'euros à Jusqu'à quel l'horizon. niveau de salaire il fait ça? À l'horizon 2027. Bon, vous savez, alors on n'a pas toujours tous les détails sur chacun, hein, mais 20 milliards, c'est gigantesque hein, de coûts en la matière. Après, on a une baisse des charges chez Valérie Pécresse pour augmenter les salaires nets de 10%, qui est évalué à 7 milliards d'euros. Là aussi, les modalités sont encore un petit peu floues sur qui va être concerné ou pas. Mais est-ce que c'est du flux? Est-ce que c'est du stock? Il faudra aussi... mais il y a des crédits d'impôt pour les ménages, il y a le doublement du plafond des crédits d'impôt des services à la personne pour Valérie Pécresse, il y a l'idée de la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires pour Philippe Juvin avec un déplafonnement, avec un coût potentiel de 5 milliards d'euros. Michel Barnier qui propose la suppression totale des charges sociales pour le premier emploi des jeunes pendant 3 ans avec un coût à 4,6 milliards d'euros. Il propose aussi de baisser les cotisations sociales des salariés médians entre 1,5 et 2,5 SMIC à 7 milliards d'euros. Donc vous voyez bien qu'on a autant, si ce n'est parfois plus, de propositions de baisse des cotisations avec des mesures pouvoir d'achat. La question, c'est que c'est beaucoup des cotisations salariales, alors qu'on sait très bien que ce qui pèse énormément dans la balance des coûts supplémentaires pour nos entreprises, c'est plutôt les cotisations patronales. Donc là aussi, il y a quelque chose à réfléchir dans le cadre de cette campagne. C'est est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite à vouloir toujours faire baisser les cotisations salariales, alors même que derrière, on a toujours le modèle social qui pèse extrêmement lourd. Sur la dépense publique, juste Agnès, tous veulent, on l'a dit, baisser cette dépense publique. La question, c'est comment? Et en étant réaliste, parce qu'il a beau jeu, Michel Barnier, qui n'affiche pas pour le coup d'objectifs chiffrés, de dire qu'il ne faut pas promettre ce qu'on ne pourra pas tenir, notamment en matière de réduction de postes de fonctionnaires, alors que Valérie Pécresse et Éric Ciotti vont le plus loin avec 150 000 respectivement et 250 000 postes supprimés sur le quinquennat. Alors, c'est compliqué, parce que je pense que chacun a une stratégie un peu différente. Il y a ceux qui affichent la baisse du nombre de postes, qui voudraient supprimer dans les 5 ans qui viennent. Sans dire vraiment où d'ailleurs, hein. Moi, j'ai pas bien compris. Si, quand même. Si quand on rajoute dans tout ce qui est régalien, État, police, justice, santé, qu'est-ce qui reste mais après par derrière? exemple, Valérie Pécresse, quand elle donne son chiffre, c'est du net, et elle dit qu'elle en a 50 000 de création à côté, qu'elle en supprime 200 000, et donc... Mais elle les supprime où, ces postes de fonctionnaires, ces 150 000 postes? Et c'est via des mécaniques, le dispositif de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, d'ailleurs? Il y en aura forcément pas mal dans les collectivités locales, pas mal dans ce qu'elle appelle l'administration administrante. Et ça, c'est quoi? C'est des doublons. En fait, ça passe par un processus énorme de décentralisation. Ce que donnent un peu tous les candidats, d'ailleurs. Ils ne donnent pas exactement la méthodologie de comment ils vont exactement décentraliser, mais beaucoup disent qu'ils veulent gérer au niveau local énormément de politique publique. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire il faut bien mettre des moyens humains quand on décentralise. Donc le poste, qu'il soit géré par l'État ou la collectivité, non, mais ça David, reste un poste. vous savez très bien qu'aujourd'hui, les moyens humains, ils sont déjà là dans le cadre de la décentralisation. Parce qu'on a fait semblant de décentraliser en France. On a décentralisé des petits morceaux de politique publique sur l'éducation, sur les transports, sur la politique de l'emploi, sur la culture. Mais en même temps, l'État a gardé la main.
Donc, en fait, l'État doit supprimer, se dédéployer des territoires d'une certaine manière pour laisser la main véritablement aux régions et au bloc communal. Et là, il y a des économies gigantesques à faire à l'aune de ce qu'ont fait nos voisins européens. On est en train de faire un chiffrage d'ailleurs à la Fondation IFRAP pour montrer que si on décentralisait vraiment, les économies se chiffreraient, je ne vais pas vous donner encore le chiffre, mais c'est des milliards d'euros d'économies de coûts en fait de production. Hein. D'ailleurs, on avait montré qu'on dépensait 84 milliards d'euros par an de coûts de production pour nos services publics, de plus par rapport à la moyenne des pays européens. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et donc, si vous décentralisez vraiment, et je pense que c'est un peu ce qu'ont en tête la plupart des candidats, si on décentralise vraiment certaines politiques publiques, alors ça dépend lesquelles, certains veulent décentraliser l'emploi, d'autres potentiellement la santé, etc., etc., et bien à la fin, vous avez une capacité de réduire les postes qui est potentiellement très très importante. Mais ça suppose une productivité beaucoup plus importante dans nos administrations. C'est pour ça que certains candidats, comme Éric Ciotti, mais d'autres aussi, proposent de revenir à un niveau d'heures travaillées. Philippe Juvin aussi, augmentation du temps de travail des fonctionnaires de 35 à 37 heures. Et payer combien ? Alors justement, c'est toute la question. C'est-à-dire que derrière, en fait, on est passé des 39 heures aux 35 heures payées 39. Évidemment, il ne faut pas faire d'énormes augmentations de rémunération en face, mais ça suppose quand même peut-être de revoir la politique salariale, mais peut-être aussi avec une bascule du statut vers le contrat. Ça, il y a des tas de choses à copier de ce qui s'est passé dans les pays du nord de l'Europe et qui fonctionnent très très bien. Donc sur la baisse des effectifs, je pense qu'il y a encore des agendas cachés chez certains candidats qui en fait ne veulent pas afficher de baisse d'effectifs en considérant que ça n'a pas été un bon marqueur Michel Barnier notamment des précédentes campagnes, mais ils imaginent des contrats, un peu comme les pactes de Cahors qui ont été passés par ce gouvernement actuel avec les collectivités locales, mais à mon avis, il faudrait les changer, ces pactes. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus fins, beaucoup plus négociés collectivité par collectivité, non pas dans une idée de ne pas augmenter de plus de tant de pourcents les dépenses de fonctionnement, mais dans une idée que chacun soit ramené à la moyenne bonne gestionnaire des collectivités comparables. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire. C'est ce que font d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire dire, voilà, en dépenses de fonctionnement, vous êtes 10% au-dessus de la moyenne des collectivités qui vous ressemblent, il faut baisser de 10%. Vous êtes 5% en dessous, oui, ça c'est très bien, et donc valoriser les bons gestionnaires. Et c'est ça qui permettrait aussi énormément d'économies. On l'a montré de nombreuses fois dans nos travaux aussi de la Fondation IFRAP, quand on a évalué la gestion des régions, la gestion des départements, la gestion... Agnès, petite question parce que l'heure file. Est-ce que tous, au gré des nouvelles dépenses fiscales, des nouvelles dépenses publiques, des éventuelles recettes qui sont prévues, est-ce que tous les candidats LR vont aggraver, ou pas d'ailleurs, le déficit public en 2022 ? On sera a priori à 5%. Ça dépend lesquels. Alors d'abord, en 2022, nous, nos chiffrages, on ne les fait pas en 2022, on les fait en 2027. Il faut savoir que 2022, on est déjà en train de voter le budget, donc les marges de manœuvre quand même du prochain gouvernement pour 22, ça va être quand même assez ténu. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des candidats essaient de faire plus d'économies en dépenses que de baisse d'impôts. Donc ça, c'est quand même intéressant. On voit qu'ils ont bien intégré le fait qu'il fallait économiser, baisser la dépense publique. Après, c'est vrai que c'est les retraites qui va être la décision la plus importante, le report de l'âge à la retraite. Mais je pense qu'Emmanuel Macron ira aussi sur ce sujet. Il l'a clairement dit le 9 novembre dernier. Après, il y a ceux qui disent d'abord il faut baisser les dépenses, ensuite on aura des marges de manœuvre pour baisser les impôts et notamment les impôts de production. Il y a ceux qui disent maintenant d'abord il faut baisser les impôts de production et ensuite on verra ce qu'on fait sur la dépense. Je pense que la vérité elle est un peu entre les deux parce que toutes les modélisations qu'on a faites à la Fondation IFRAP montrent qu'il faut à la fois avoir un plan d'économie hyper détaillé avec un vrai calendrier, etc. et pouvoir faire en même temps
la baisse d'impôts. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait de booster la croissance là où vous allez forcément avoir un impact récessif sur le PIB pendant que vous baissez la dépense. Donc il faut booster le PIB du côté des baisses d'impôts pendant que vous faites vos baisses de dépenses. Il faut faire du en même temps pour Agnès Verdier. Il faut tenir les deux bouts de la réflexion. C'est-à-dire que si vous êtes que sur la baisse de dépenses ou si vous êtes que sur la baisse d'impôts, ça ne tient pas la route, quoi. Et par ailleurs, beaucoup de candidats LR comptent énormément sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Ça, c'est vrai, ils ont tous ça en commun. Oui. Il y a vraiment un pactole à récupérer là-dessus, Agnès, avec des cartes vitales biométriques. Clairement, nous, on a poussé énormément dans ce sens-là parce qu'on pense qu'il y a des économies importantes à faire, qu'il y a beaucoup de fraude sociale. Nous, on l'a évalué à 20 milliards d'euros par an, ce qui est très, très important. Après, je pense que la plupart des candidats surévaluent un peu la récupération qu'ils peuvent faire sur la fraude sociale et fiscale. Alors, certains sont à 7,5 milliards, 7,5 milliards, comme Valérie Pécresse qui dit 7,5 milliards sur la fraude fiscale, 7,5 milliards sur la fraude sociale. Éric Ciotti est à 10 milliards de récupération. Michel Barnier est à 10 milliards de récupération sur la fraude fiscale et il vise surtout la fraude à la TVA. Donc là, il y a quelque chose à... de son côté, Xavier Bertrand est plutôt sur un audit des niches fiscales, mais il ne dit pas exactement combien il compte récupérer. Donc à la fin... il faut faire attention à ne pas trop surévaluer cette recette supplémentaire, entre guillemets, sur la fraude fiscale et sociale. Comme il ne faut pas non plus oublier que quand on supprime des niches, en fait, on augmente la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages. Exactement. Voilà. Donc, Agnès, ça, c'est très important à garder en tête. En quelques secondes, réponse très très courte. Quelles sont les propositions les plus originales, les plus novatrices? Réponse très courte à chaque fois. J'ai une série de questions à vous poser, assez précises. Les plus novatrices par rapport à ce qui s'est passé sous le précédent quinquennat, je pense qu'il y a deux axes très très fort. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas hyper novateur. Mais, innovateur, original, pas qu'on entend la retraite à 65 ans, on entend depuis longtemps les postes de fonctionnaires. Mais en réalité, il y a deux axes qui sont, je dis pas que c'est novateur, je dis que c'est essentiel. Je pense que c'est ça le plus important. C'est le report de l'âge de départ à la retraite et la question de la baisse des impôts de production. C'est ça qui peut nous sortir d'affaires. Hein. Il faut vraiment le comprendre. Et je suis absolument certaine que ça fera partie des grands axes de campagne. Ensuite, le plus novateur, à mon sens, par rapport à la précédente campagne, c'est la prise en considération, l'éveil des consciences sur le fait qu'on ne peut pas avoir, en additionnant RSA et prime d'activité, 21 milliards d'euros par an de dépenses là-dessus. Quand on ajoute ensuite l'allocation adulte handicapé, quand on ajoute l'ensemble des aides sous critères de ressources, on est à 130 milliards d'euros par an. C'est absolument infinançable dans les prochaines années. Et ça galope partout. Les départements ne sont plus en mesure de financer tout ça. Il y a une recentralisation d'ailleurs qui est prévue au 1er janvier 2022, vous l'avez sûrement vu, de la gestion du RSA en Seine-Saint-Denis par l'État. Ça, il faut recentraliser les aides sociales. C'est une prise de conscience qui est en train de se faire. Et on ne doit plus délivrer des aides sociales sans avoir, comme dans les pays du nord de l'Europe, des contreparties pour le retour à l'emploi, le retour au travail. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se dessiner dans la campagne et pour moi, c'est une évolution fondamentale de notre modèle social comme on l'a jamais vécu précédemment et qui, là aussi, est incontournable parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on vient de sortir une étude là-dessus à la Fondation IFRAP, sans le travail, sans travailler plus, il nous manque 7 milliards d'heures travaillées en moins par rapport aux pays comparables en France tous les ans. Si on ne fait pas un axe fort du travail et du retour au travail, après, en tout cas après cette pandémie, avec la reconstruction qu'il faut faire de notre économie, on va louper le coche de la reconstruction et de la croissance pérenne. Parce que vous avez parlé de croissance tout à l'heure, il y a des incertitudes sur la croissance 2022, mais il y a aussi beaucoup plus d'incertitudes sur les croissances des années suivantes. Et en attendant cette semaine, il y a un vote. Il y a un vote, il y a 2 tours, encore une fois, premier, deuxième tour cette semaine, pour 140 000 adhérents républicains. S'il y en a qui nous regardent, qui se disent, tiens, qui a le meilleur programme économique? Elle répond quoi, Agnès Verdier-Molinier? Le plus abouti, le plus réaliste, le plus chiffré, le plus documenté?
Clairement, je ne réponds pas. Je pense que le programme, d'abord, il faut prendre connaissance de tout ce qui a été publié par les différents candidats et des tableaux de chiffrage qu'on a publiés, nous, à la Fondation IFRAP. Et ensuite, il faut se dire que le programme qui va en sortir, ce sera un programme qui mixera un peu toutes les idées qui ont été diffusées dans cette campagne. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, comme on sait très bien que le président de la République souvent se nourrit des programmes et des débats qui ont lieu avant ses entrées en campagne, on va voir que ça va nourrir énormément le programme aussi des ensembles citoyens ou des marcheurs, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler maintenant. Et c'est là qu'on va rentrer dans une deuxième phase de campagne très intéressante et vraisemblablement plus Et on verra intéressante. comment les idées des Républicains infuseront pas justement dans cette future campagne qui s'ouvrira dès début 2022. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, Merci à vous, David. la directrice de l'IFRAP. Merci, bye.